Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en cette semaine qui va être rocambolesque. En tout cas, on l'espère qu'on aura de la volatilité, on espère que le marché prendra la bonne direction. Et oui, que ce soit les bears qui penseront que ça va aller très bas ou les bulls qui penseront que ça va aller très haut. Et à côté, il y a ceux qui sont entre deux, dans lequel on sait très bien qu'il y a une possibilité d'avoir la volatilité à la journée, sur le jour du discours de Jérôme Powell, le 18, mercredi. Et oui. Et après, il est possible en effet qu'il y ait une réaction du marché si jamais on va au-delà, au-dessus ou en dessous des attentes de ce marché, de ce même marché. Et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui commencent à arriver. Et vous allez le voir, étant donné qu'on va passer en revue les différents éléments de ce côté-là. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto, et on va faire un petit tour de la crypto-monnaie, des nouvelles, et surtout, on va parler aujourd'hui de réglementation. Réglementation autour des stablecoins, parce que je pense qu'il est vraiment important de faire un point dessus, étant qu'on a beaucoup de prises de parole. Prise de parole de Circle, Circle si ça vous parle pas, c'est l'émetteur de l'USDC. Circle, pourquoi c'est important? Parce que Circle, c'est aussi le premier émetteur de stablecoin au monde à se conformer au règlement MiCA. MiCA qui est rentré en vigueur le 30 juin 2024, qui est une réglementation européenne et qui force les émetteurs de stablecoin à avoir un nombre de règles juste astronomiques pour pouvoir proposer leurs produits, donc c'est-à-dire des stablecoins. Et c'est le premier, et à côté nous avons Tether qui a défini qu'il n'allait pas donc rentrer sous le joug de MiCA et que certainement il n'allait pas rentrer aussi sous le joug de la réglementation américaine. Et pourquoi je pense que c'est important? Parce que Circle est en train de prédire que les stablecoins vont devenir mainstream et une façon de paiement vraiment très simple. Et je pense qu'il a raison, je pense que c'est logique, c'est normal. Je veux dire, quand on a utilisé à un moment donné le fait de faire un virement d'une banque à l'autre le dimanche, ou même quand on veut faire des montants qui sont un petit peu plus élevés que d'habitude, c'est tout de suite très compliqué, ou même tout simplement impossible. Le nombre de personnes que je connais qui se retrouvent bloquées parce qu'ils souhaitent envoyer quelques centaines d'euros, voire même quelques milliers d'euros sur un exchange, parce que oui, ça reste quand même le bon moment, ben on se retrouve très vite bloqué, ou des interrogations de la banque sur mais dis donc, est-ce que vous n'êtes pas en train d'acheter de la crypto-monnaie? Vous savez que c'est interdit chez nous? On va peut-être fermer votre compte. Ce sont des choses qui existent, et même plus simplement, quelqu'un a besoin que vous lui prêtiez de l'argent, si c'est des montants qui sont encore une fois un petit peu élevés, quand je dis un petit peu, c'est quelque chose qui dépasse 5, 6, 10 000, voire certaines banques en dessous de 10 000 dollars, forcément, on va vous demander des justifications, on va vous demander d'où ça vient, pourquoi, comment, à qui vous l'envoyez, et ça peut mettre énormément de temps. Et ça, c'est une réalité qui est compliquée, Et c'est le même principe que lorsque vous allez dans un magasin où on vous dit que la carte bleue, malheureusement, est HS parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais on ne peut pas le faire. Alors que c'est tellement plus simple sur des stablecoins. Ok, Polygon ne marche pas, Solana ne marche pas de souci, on va en utiliser une troisième, une quatrième, une cinquième. Le virement, la transaction se fera quoi qu'il arrive, et ça se fait en quelques secondes du téléphone. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a encore de la mass adoption à avoir un wallet, l'alimenter, etc., etc. Mais en l'occurrence, quand on veut aller vite, fort, sans se prendre la tête, c'est vraiment ce qui est de mieux. Et c'est très compliqué de revenir en arrière. Et ça, c'est une réalité, et je pense qu'ils ont raison. Et c'est pour ça que je pense aussi que ça va peser lourd. Lourd sur la réglementation, lourd sur l'avenir du dollar, lourd sur les moyens de paiement en général, lourd sur les banques, parce qu'à côté, on le voit bien, Tether qui avait dit que jamais ils allaient se conformer en Europe, que jamais, certainement, ils n'allaient se conformer aux USA si jamais c'était trop restrictif, que c'est pour ça qu'en début d'année, le CEO de Tether a dit non, on va s'étendre sur d'autres activités, mais on n'ira pas se conformer à MiCA, on n'ira pas se conformer à une réglementation trop restrictive comme celle qui est en train d'être préparée aux USA pour les stablecoins. Et à côté, on se retrouve sur Tether qui est en train d'embaucher le directeur de la gestion en fait des affaires avec le gouvernement de PayPal. Globalement, c'est quelqu'un qui va s'occuper des relations avec le gouvernement.
Et ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en effet, il y a des deals qui sont en train de passer entre Tether et le reste du monde. Et quand je dis le reste du monde, c'est-à-dire dans notre cas ici, les USA et l'Europe. D'accord? Tether n'est pas banni d'ailleurs. Tether a le droit d'opérer sur tout le reste du monde, sauf sur ces deux gros clusters. Et là, je pense qu'il y a énormément de deals qui sont en train d'être gérés. Et si c'est celui qui s'occupait de PayPal, je pense que ça va bien se passer. Et oui, ça va jouer. Ça va jouer énormément sur les élections américaines, sur la réglementation, sur, comme je l'ai dit, le futur de la banque. Gros lobbying aux USA. On sait très bien qu'ils ont essayé de faire passer il y a peu une loi pour pouvoir proposer eux-mêmes des stablecoins et gérer de la crypto-monnaie, chose qui a été acceptée par les institutions américaines et qui a été refusée à coup de veto fait par l'administration de Joe Biden. Donc à voir ce qui va se passer par la suite. Dans tous les cas, je pense qu'on se dirige vers l'adhésion de la crypto-monnaie. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Bonne chose quand on regarde que les stablecoins ont été bloqués, frisés, 5 millions de dollars. Alors oui, ça appartenait à Lazarus Group, Group. Alors je sais pas si ça vous parle pas, mais en tout cas c'est le plus gros groupe nord-coréen de hacking et un des plus gros groupes de hacking qui officie autour des crypto-monnaies. Donc il y a 5 millions qui ont été récupérés, en tout cas qui ont été bloqués et potentiellement récupérables par la suite. Ça veut dire aussi qu'il y a un contrôle qui est très fort à partir du moment où Tether ou USDC, donc Circle, sont centralisés, sont derrière réglementés. Ça veut dire qu'à un moment donné, si je possède de l'USDT, de l'USDC, si on définit, mon gouvernement définit que je n'ai plus le droit de les utiliser, de les transférer, ou que je dois le faire dans un certain temps, ils auront la capacité de le faire. Encore une fois, ça veut dire aussi que l'acceptation va passer par la réglementation, et la réglementation va passer par la limitation d'un nombre de fonctionnalités et d'idéologie de la crypto-monnaie. C'est peut-être ce qu'il va falloir faire attention. Oui, ça va peser lourd, mais encore faut-il voir comment ça va être implémenté à terme, et peut-être que justement Bitcoin serait une des solutions entre deux par rapport à ce que l'on pourrait connaître sur les stablecoins. Dans tous les cas, c'est une semaine qui est importante parce que justement, on attend principalement le discours de Jérôme Powell mercredi 20h et 20h30, qui sont vraiment très importants. Je vais vous expliquer pourquoi et ce qui va se passer, en tout cas ce que je vois sur les jours qui vont arriver et globalement le jour du lancement. Ce qui va être très important ici, ça va être le S&P 500, S&P 500 dans lequel on a maintenu un niveau très important aussi, on n'a pas cassé ici ce plus haut, on n'a pas cassé les 5650, niveau très important, et qui veut dire aussi qu'on risque de travailler beaucoup ce niveau-là à l'ouverture du marché américain aujourd'hui. Je pense fortement qu'on va continuer à travailler à la hausse, que ce soit sur le S&P 500, que ce soit sur le Nasdaq. Nasdaq, on voit qu'on a encore un petit peu de marge, hein. On pourrait aller chercher les 13 636, on pourrait même aller retester, pourquoi pas, un petit peu plus haut dans les 19 900, voire même, pourquoi pas, les 20 000. Donc c'est une zone qui va être très importante. Et ensuite, on aura le 18 septembre. 18 septembre, Jérôme Powell qui va définir une baisse de taux, deux baisses de taux, voire peut-être, surprise, pas, ou trois, va savoir. Il y a toute une incertitude dessus. La réalité, c'est que si on n'est que sur une baisse de taux, le marché, pour moi, l'a pricé. Et je pense qu'on aura de la volatilité à la baisse pour faire un sell the news. Et ensuite, on consolidera avant d'avoir un véritable mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Parce que clairement, le marché est en train de se poser la question suivante. Est-ce que oui ou non, on est en récession? Quand on regarde ici la différence entre les 10 ans et les 2 ans sur les bons au trésor américain, c'est la représentation de combien rémunèrent les 10 ans par rapport aux 2 ans. Et quand on voit qu'on est en négatif et qu'on a passé très longtemps en négatif depuis juillet 2022 et qu'on repasse à peine depuis septembre au-dessus des zéros, généralement, quand on repasse au-dessus de zéro, c'est l'annonce d'une récession. Est-ce qu'on est réellement dans cette récession? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette vision ici, cette inversion de la courbe, elle est importante parce que c'est la preuve de l'incertitude des institutions sur les marchés et de ceux qui font le marché eux-mêmes considèrent qu'il y a une incertitude dans le marché. Et cette incertitude vient, un, de la crise inflationniste, deux, de la crise géopolitique qui est réelle, et maintenant, on repasse à la hausse. Est-ce que oui ou non, on va faire comme la majorité du temps, rentrer dans une forme de récession?
Encore une fois, le marché est en train de travailler. Et pour moi, c'est entre deux. On a quand même à côté du taux de chômage qui reste relativement consolidé. On se retrouve dans une inflation qui continue à baisser. Oui, mais tout ça peut être manipulé. La véritable question, c'est quels sont les secteurs qui sont importants dans les USA. Un, le service. Le service, on sait, qui se porte plutôt bien grâce principalement à l'intelligence artificielle, mais en l'occurrence, on a un service qui reprend du poil de la bête aux USA. Et le second, c'est l'immobilier. Et ici, quand on regarde l'immobilier, le real estate sur le S&P 500, on voit que depuis quelques semaines, on enchaîne les bougies vertes pour arriver jusqu'à 26%. Est-ce que c'est suffisant? Techniquement, j'ai envie de vous dire non. Par contre, on est en train de consolider au-dessus de ce niveau-là, qui était très important, et que quand on regarde ici, on voit très bien que structurellement, on pourrait faire un retest, mais en l'occurrence, structurellement, on est très haussier. Et donc, ça veut dire que l'immobilier, le service reprennent du poil de la bête. Oui, on pourrait très bien nous annoncer une récession sur un trimestre, deux trimestres, comme on l'a vécu en 2022, en l'occurrence, si vous vous souvenez de cette période-là. Mais en l'occurrence, ce sera juste temporaire et on risque d'avoir une crise plus grave par la suite. Mais encore une fois, la suite, c'est lointain. Là, ce qu'on veut, c'est voir est-ce que oui ou non, ce quatrième trimestre va être positif pour les crypto-monnaies. Est-ce que fin septembre va être positif pour les crypto-monnaies? Est-ce que BTC, l'impulsion que l'on a eue et la rupture des 60 000, la consolidation dans cette zone-là, va être validée? Est-ce qu'on va continuer à pousser? Est-ce qu'on ne va pas aller retester les 54 000 sur cet événement Sell the News? Personnellement, j'ai envie de vous dire que le mouvement qu'on a fait, la consolidation au niveau des 60 000, est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que ici, on peut continuer à pousser encore un petit peu, jusque globalement 61 700, 62 000 pour moi, voire même pourquoi pas aller chercher le 1,618 et retester ici ce high-là, ce top-là, donc aller retester un petit peu en dessous des 65 000, ne pas aller chercher la liquidité, mais juste retester, et ensuite, potentiellement, aller retester la partie basse ici. On rappellera que nous avons un gap CME dans la partie basse des 54 000, 55 000, et ce gap CME a tendance à être très souvent comblé, et quand c'est un gap de rupture, généralement, il n'est pas comblé. Est-ce que là, nous sommes dans un gap de rupture? On dézoome un petit peu. J'ai envie de vous dire, non, on n'a pas un volume suffisant. On ne va pas hacher à la hausse. Les gaps de rupture, c'est ce qu'on a connu avec de la volatilité, comme celle-ci. On voit très bien l'énorme volatilité, ou celle-ci. Encore une fois, ce sont des volatilités qui sont suffisamment conséquentes pour nous emmener sur vraiment des ruptures. On est très loin de cette partie-là, dans la zone où on est. On est plus dans une continuité d'un retest haussier, encore une fois, positif, très très positif, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir attendre le point de vue de la macroéconomie parce qu'il y a quelque chose qui est déterminant. Encore une fois, c'est notre ami ETF Spot Bitcoin qui est toujours excessivement important parce que c'est eux qui vont aussi déterminer le volume de transactions et de flots qui vont rentrer. Et on voit qu'on a beaucoup d'injections régulières, de rentrées, de sorties. De base, on est quasiment à 18 milliards injectés. On a eu beaucoup d'injections au début, ça se calme, parce qu'on a une incertitude au niveau du marché traditionnel. Quand on arrivera dans quelque chose qui sera stabilisé, ou dans lequel le marché classique aura beaucoup moins d'incertitude, on aura une nouvelle injection au niveau du Bitcoin, et derrière, on entamera certainement dans une phase d'hyperaccélération et de cycle, et un retour de cycle classique. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre sur mercredi? Beaucoup de volatilité dans la journée. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une décision, ça ne veut pas dire qu'on va aller à 40 000, non. Ça veut dire qu'on va avoir une volatilité très forte. Quand je dis très forte, c'est que sur BTC, on peut avoir une volatilité qui peut aller dans la même journée entre le point haut et le point bas de la bougie journalière de 20 à 30%. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une baisse de 30%, ça veut simplement dire qu'au moment où on va ouvrir, on peut très bien faire 15% par le bas, 15% par le haut, et reclôturer au milieu. Ce sont des choses qui sont vues, beaucoup de clusters de liquidité à aller chercher dans la partie haute, dans la partie basse, donc beaucoup de long squeeze ou de short squeeze à aller faire, et c'est quelque chose qui serait logique dedans. Par contre, pour avoir ça, ça sous-entend qu'on va avoir une surprise. Au niveau de Jérôme Powell, si on n'a pas de surprise, on aura une volatilité qui sera bien moindre, et je reste persuadé qu'on aura un événement Sell the News, à minima sur la journée, un petit peu comme on l'a vécu ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans cette période-là, janvier 2024, lancement des ETF,
Et oui, on a eu un sell the news sur 2 jours avant de repartir à la hausse. Encore une fois, on en est très loin, mais on pourrait très bien avoir aussi cet événement-là, étant donné qu'on a beaucoup pricé à la hausse sur le Nasdaq, sur le S&P 500, et ça s'est vu aussi sur BTC. Certes, moins que sur le S&P 500, en tout cas par rapport à ce qu'on aurait pu attendre, mais en l'occurrence, ça s'est bien vu. Et ça sous-entend aussi que potentiellement, sur certains alts, on pourrait retourner dans des zones de rechargement très intéressants, encore faut-il les connaître et être préparé. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'être préparé. C'est pour ça que vous avez en description et en commentaire ma méthode d'investissement qui est en 4 étapes. Je vous donne toutes les informations en commentaire en description si jamais ça vous intéresse. Et actuellement, oui, il faut préparer la volatilité qu'on aura. Actuellement, on voit bien quand on regarde en 1 heure qu'on a eu un week-end qui a été relativement faible, hein. On n'a pas consolidé réellement, on a plutôt une forme de compression qui est en train de se faire, ce qui est plutôt positif. Mais à côté, ici en 1 heure, on voit une diminution du RSI, ça reste temporaire pour l'instant, mais on pourrait justement voir une forme de consolidation avant de pouvoir repartir un petit peu plus haut. Pour moi, il est logique que le BTC suive sur cette semaine le Nasdaq, le S&P 500, et donc forcément la voix de Jérôme Powell, qui lui dira temporairement où aller avant de reprendre ses esprits et de rentrer dans le bull run que l'on attend de toute façon sur cette dernière partie d'année 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite.